Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous semblez répéter les mêmes erreurs financières que vos parents? Pourquoi, alors que vous avez juré de faire différemment, vous vous retrouvez dans les mêmes situations, avec les mêmes problèmes d'argent, les mêmes angoisses en fin de mois? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus un manque de volonté ou d'intelligence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et insidieux, un héritage invisible qui se transmet de génération en génération sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Cet héritage n'est pas fait de biens matériels ou de comptes bancaires. Il est fait de croyances, d'habitudes, de réflexes conditionnés qui façonnent votre rapport à l'argent depuis l'enfance. Quand vous étiez enfant, vous avez observé vos parents. Vous avez vu comment ils parlèrent de l'argent, ou plutôt comment ils n'en parlaient pas. Vous avez entendu leurs disputes sur les factures impayées. Vous avez senti leur stress quand la fin du mois approchait. Vous avez perçu leur soulagement éphémère quand ils recevaient leur salaire, puis leur anxiété qui revenait quelques jours plus tard. Vous avez vu comment ils dépensaient, comment ils économisaient, ou comment ils ne le faisaient pas. Toutes ces observations, ces émotions, ces comportements se sont gravés dans votre cerveau. Vous avez absorbé tout cela sans même vous en rendre compte. Et maintenant, adulte, vous reproduisez les mêmes schémas, parce que c'est ce que vous avez appris, parce que c'est la seule façon que vous connaissez. Le problème, c'est que la plupart de ces apprentissages ne sont pas conscients. Personne ne s'est assis avec vous pour vous expliquer comment gérer l'argent. Vos parents ne vous ont probablement jamais dit explicitement « voilà comment on établit un budget » ou « voilà comment on prend des décisions financières intelligentes ». Au lieu de cela, vous avez appris par imprégnation, par osmose. Vous avez intégré des modèles comportementaux sans les questionner, sans les analyser. Et ces modèles sont devenus votre vérité, votre normalité, même si cette normalité est dysfonctionnelle. Prenons un exemple concret. Si vos parents avaient l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnaient chaque mois, sans jamais mettre de côté, il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose. Pas parce que c'est une bonne stratégie, mais parce que c'est ce qui vous semble normal. Dans votre esprit, l'argent est fait pour être dépensé. L'idée d'épargner vous semble abstraite, étrangère, peut-être même égoïste. Vous avez peut-être même des phrases qui tournent dans votre tête, des phrases que vous avez entendues 1000 fois. On vit une seule fois. L'argent est fait pour circuler. On ne peut pas emporter l'argent dans la tombe. Ces phrases semblent anodines, mais elles sont en réalité des programmes qui conditionnent vos comportements financiers. À l'inverse, si vos parents vivaient dans la peur constante de manquer, s'ils économisaient de façon obsessionnelle, s'ils se privaient de tout pour avoir une sécurité financière, vous avez peut-être développé une relation anxieuse avec l'argent. Vous avez peut-être du mal à dépenser, même pour des choses nécessaires, parce que vous avez cette peur viscérale de manquer. Ou alors, par réaction inverse, vous dépensez de façon compulsive pour compenser toutes ces privations que vous avez vécues enfant. Dans les deux cas, vous êtes prisonnier d'un héritage émotionnel qui dicte vos choix financiers. Il existe aussi une transmission des croyances limitantes. Si vous avez grandi en entendant que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que les riches sont malhonnêtes, que on n'est pas fait pour avoir de l'argent, que l'argent corrompt, ces croyances sont devenues des filtres à travers lesquels vous percevez la réalité financière. Vous avez intégré l'idée que l'argent est rare, difficile à obtenir, et que les personnes qui en ont sont moralement suspectes. Résultat, vous sabotez inconsciemment toute tentative d'améliorer votre situation financière, parce qu'au fond de vous, vous ne vous autorisez pas à avoir de l'argent. Ce serait trahir vos origines, trahir votre famille, devenir quelqu'un que vous ne voulez pas être. Ces croyances créent ce qu'on appelle un plafond de verre financier. Vous pouvez travailler dur, vous former, saisir des opportunités, mais vous arrivez toujours à un certain niveau et vous n'allez pas plus loin. Parce que votre système de croyances inconscient vous ramène à ce qu'il considère comme votre place. C'est comme un thermostat interne. Si votre thermostat est réglé sur la précarité, vous allez toujours revenir à la précarité. Même si vous gagnez plus d'argent, vous allez trouver des façons de le perdre, de le dépenser, de le gaspiller, parce que c'est votre zone de confort psychologique. Il y a aussi la transmission des comportements compulsifs. Si l'un de vos parents faisait du shopping pour gérer ses émotions, il y a de fortes chances que vous fassiez la même chose. Si votre père noyait ses problèmes dans le jeu, l'alcool ou des dépenses inutiles, vous avez peut-être reproduit ce schéma sous une autre forme. Les comportements addictifs autour de l'argent se transmettent comme les gènes.
Parce que vous avez appris, très jeune, que c'est ainsi qu'on gère le stress, la tristesse, la frustration. Vous n'avez jamais appris d'autres stratégies. Alors vous répétez ce que vous connaissez. Un autre aspect de cet héritage invisible, c'est le tabou autour de l'argent. Dans beaucoup de familles, on ne parle pas d'argent. C'est un sujet embarrassant, conflictuel, source de tension. Alors on évite. On fait semblant que tout va bien. On ne montre pas ses difficultés. On ne demande pas d'aide. Ce silence crée un terrain fertile pour l'ignorance et les erreurs. Vous n'avez jamais appris à avoir des conversations saines et ouvertes sur l'argent. Résultat, vous ne savez pas comment en parler avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vous-même. Vous restez dans le déni, dans l'évitement, exactement comme vos parents avant vous. La honte financière est aussi un héritage puissant. Si vos parents avaient honte de leur situation financière, s'ils se sentaient inférieurs, s'ils cachaient leurs difficultés, vous avez probablement intégré cette honte. Et cette honte vous empêche de regarder vos problèmes en face, de demander de l'aide, de vous former. Parce qu'admettre que vous avez des difficultés financières, c'est admettre quelque chose de profondément humiliant, quelque chose qui touche à votre valeur en tant que personne. Cette honte est paralysante. Elle vous maintient dans l'immobilisme. Maintenant, parlons d'un mécanisme encore plus subtil, la loyauté familiale inconsciente. Vous êtes peut-être lié émotionnellement à votre famille par vos difficultés financières. Si tout le monde dans votre famille galère, sortir de cette situation peut sembler une trahison. Vous allez vous sentir coupable d'avoir plus d'argent que vos parents, que vos frères et sœurs. Vous allez vous sentir isolé, différent, peut-être même rejeté. Alors, pour maintenir le lien, pour rester connecté, vous restez au même niveau financier. C'est un sacrifice inconscient que beaucoup de gens font sans même le savoir. Il existe aussi ce qu'on appelle les scripts de vie. Ce sont des scénarios que vous avez intégrés très jeune sur ce que doit être votre vie. Si dans votre famille, personne n'a jamais réussi financièrement, vous avez probablement un script de vie qui dit « Les gens comme nous ne réussissent pas ». Ce script devient une prophétie autoréalisatrice. Vous ne voyez même pas les opportunités qui se présentent. Ou si vous les voyez, vous ne les saisissez pas parce qu'elles ne correspondent pas à votre script. Vous restez dans votre rôle, dans votre histoire familiale. Un autre élément crucial est la transmission des priorités financières. Si, dans votre famille, la priorité était de paraître bien aux yeux des autres, même au détriment de la stabilité financière, vous avez probablement les mêmes priorités. Vous dépensez pour impressionner, pour montrer que vous réussissez, pour correspondre à une image sociale. Peu importe si vous êtes endetté, si vous n'avez pas d'épargne, si vous vivez dans l'angoisse. L'important, c'est l'apparence. Cette priorité déformée vous maintient dans une spirale de dépenses inutiles et de stress permanent. Il faut aussi parler de l'éducation à la valeur du travail et de l'argent. Si vos parents vous ont transmis l'idée que l'argent doit être gagné à la sueur de votre front, que c'est forcément difficile, que c'est une lutte permanente, vous allez reproduire cette réalité. Vous allez choisir des métiers difficiles, mal payés, parce que c'est ce qui vous semble légitime. L'idée que l'argent peut venir facilement, que le travail peut être plaisant et bien rémunéré, vous semble suspecte, presque immorale. Vous avez intégré que souffrir pour l'argent est noble, et que tout ce qui ne demande pas de souffrance est suspect. La relation à la dette est aussi un héritage familial. Si vos parents vivaient en permanence endettés, si c'était leur mode de fonctionnement normal, vous avez probablement normalisé la dette. Vous ne la voyez plus comme un problème, mais comme une façon de vivre. Vous empruntez sans vraiment calculer, sans mesurer les conséquences à long terme. Parce que c'est ce que vous avez toujours vu. À l'inverse, si vos parents avaient une peur maladive de la dette, vous avez peut-être développé une rigidité qui vous empêche de saisir certaines opportunités qui nécessitent un investissement initial. Un aspect souvent négligé est la transmission de l'impulsivité ou du contrôle excessif. Si vos parents prenaient des décisions financières de façon impulsive, sans réfléchir, vous avez peut-être le même fonctionnement. Vous achetez sur un coup de tête, vous changez de projet sans arrêt, vous n'avez pas de stratégie à long terme. Ou alors, à l'opposé, si vos parents contrôlaient tout de façon obsessionnelle, vous avez peut-être développé une rigidité qui vous empêche de profiter de la vie, qui transforme l'argent en source d'anxiété permanente plutôt qu'en outil de liberté. L'absence de modèle de réussite dans votre environnement familial
est aussi un facteur déterminant. Si vous n'avez jamais vu personne gérer correctement son argent, investir intelligemment, construire une stabilité financière, vous n'avez pas de référence. Vous ne savez même pas que c'est possible. Vous n'avez pas d'exemple concret à suivre. Vous naviguez à l'aveugle en répétant les erreurs des générations précédentes, sans savoir qu'il existe d'autres voies. Il y a aussi la transmission des peurs. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de se faire arnaquer, la peur de prendre des risques. Ces peurs, souvent héritées de vos parents ou grands-parents qui ont vécu des périodes difficiles, des crises économiques, des guerres, vous paralysent. Vous préférez la sécurité apparente de l'immobilisme plutôt que le risque calculé qui pourrait améliorer votre situation. Vous gardez votre argent sur un compte sans intérêt, vous refusez d'investir, vous ne changez jamais de stratégie. Parce que bouger, c'est risquer. Et risquer, c'est terrifier. Maintenant, parlons des messages contradictoires que beaucoup de gens reçoivent dans leur enfance. D'un côté, on leur dit que l'argent n'est pas important, que ce qui compte c'est l'amour, la famille, les valeurs. De l'autre, ils voient leurs parents stressés en permanence à cause de l'argent, se disputer pour des questions financières, sacrifier leur temps et leur santé pour gagner de l'argent. Ce double message crée une confusion profonde. Vous ne savez pas si l'argent est important ou pas. Vous ne savez pas si vous devez en faire une priorité ou le mépriser. Cette confusion vous empêche d'avoir une relation saine et claire avec l'argent. Un autre élément de cet héritage invisible est le rapport au temps. Si vos parents vivaient uniquement dans le présent, sans jamais planifier l'avenir, vous avez probablement la même tendance. Vous ne pensez pas à la retraite. Vous ne construisez pas de projet à long terme. Vous ne vous projetez pas dans 10, 20, 30 ans. Vous vivez au jour le jour. Cette incapacité à penser à long terme vous empêche de prendre les bonnes décisions financières, celles qui ne portent leurs fruits qu'avec le temps. La culpabilité autour du plaisir et de la dépense est aussi un héritage fréquent. Si vos parents se sentaient coupables chaque fois qu'ils dépensaient pour quelque chose de non essentiel, vous avez peut-être la même culpabilité. Vous ne pouvez pas profiter de votre argent. Vous ne pouvez pas vous faire plaisir sans vous sentir mal. Ou alors, par réaction inverse, vous dépensez de façon compulsive pour compenser cette culpabilité, créant un cycle de dépense-culpabilité, dépense encore plus destructeur. Il faut aussi mentionner la transmission des attentes et des obligations financières. Si dans votre famille, il est attendu que vous aidiez financièrement vos parents, vos frères et sœurs, vos proches, même quand vous n'en avez pas les moyens, vous allez vous conformer à cette attente. Vous allez vous endetter, vous priver, vous sacrifier, parce que refuser serait impensable. Cette obligation morale, souvent non dite mais très présente, vous empêche de construire votre propre stabilité financière. Parlons maintenant de la façon dont cet héritage se perpétue à travers les générations. Vous transmettez à vos enfants exactement ce que vos parents vous ont transmis. Vos enfants vous observent. Ils voient comment vous gérez l'argent, comment vous en parlez, comment vous réagissez face aux difficultés financières. Ils absorbent tout. Et dans 20 ans, 30 ans, ils répéteront les mêmes schémas, à moins que vous ne preniez conscience de cet héritage et que vous décidiez de le briser. Briser cet héritage n'est pas facile. Ça demande d'abord de le reconnaître, de prendre du recul sur votre histoire familiale, de vous poser des questions difficiles. Quelles croyances sur l'argent ai-je hérité? Quels comportements je reproduis sans les questionner? Quelles peurs me paralysent? Quelles loyautés inconscientes me maintiennent dans ma situation actuelle? Ce travail d'introspection est inconfortable. Ça peut même être douloureux, parce que ça vous oblige à voir vos parents, votre famille, non plus de façon idéalisée, mais de façon réaliste, avec leurs failles, leurs erreurs, leurs limites. Ensuite, il faut accepter que vous avez le droit de faire différemment, que sortir des schémas familiaux n'est pas une trahison, mais une libération, que vous pouvez aimer votre famille tout en refusant de reproduire leurs erreurs, que vous méritez d'avoir une vie financière saine, stable, sereine. Cette permission que vous vous donnez est fondamentale. Sans elle, vous resterez prisonnier de votre loyauté familiale. Puis vient le travail de rééducation. Vous devez apprendre ce que vous n'avez jamais appris. Comment établir un budget? Comment prendre des décisions financières rationnelles? Comment investir? Comment épargner? Comment gérer vos émotions sans passer par la dépense compulsive? Ce travail demande du temps, de la patience, de la persévérance. Vous allez faire des erreurs. Vous allez
rechutez dans vos vieux schémas. C'est normal. L'important est de continuer, de ne pas abandonner. Il est aussi crucial de créer de nouveaux modèles mentaux. Vous devez remplacer les croyances limitantes par des croyances soutenantes. Remplacez « je ne suis pas fait pour avoir de l'argent » par « je mérite la stabilité financière ». Remplacez « l'argent corrompt » par « l'argent est un outil qui peut être utilisé pour le bien ». Remplacez « je vais toujours galérer » par « je peux changer ma situation ». Ce travail de reprogrammation mentale se fait par la répétition, par l'exposition à de nouvelles idées, par la lecture, par l'écoute de personnes qui ont une relation saine avec l'argent. Vous devez aussi vous entourer différemment. Si tout votre entourage a les mêmes difficultés financières, les mêmes croyances limitantes, les mêmes comportements dysfonctionnels, vous allez rester coincé. Vous avez besoin de nouveaux modèles, de nouvelles références. Ça ne veut pas dire rejeter votre famille ou vos amis. Ça veut dire élargir votre cercle, vous exposer à d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Un aspect souvent négligé de ce processus est le pardon. Pardonnez à vos parents pour ne pas vous avoir transmis les bonnes compétences financières. Pardonnez à vous-même pour avoir reproduit leurs erreurs. Ce pardon n'est pas de l'excuse ou de la résignation. C'est une libération. C'est se débarrasser du ressentiment, de la culpabilité, de la honte, pour pouvoir avancer léger. Il faut aussi parler ouvertement d'argent avec votre partenaire, avec vos enfants. Brisez le tabou. Expliquez vos difficultés, vos objectifs, vos stratégies. Créez un environnement où l'argent n'est pas un sujet tabou, mais un sujet normal, qui peut être discuté calmement, rationnellement. Cette ouverture est essentielle pour ne pas transmettre le même héritage invisible à la génération suivante. Éduquer vos enfants différemment est peut-être l'acte le plus important. Leur apprendre la valeur de l'argent, comment le gérer, comment prendre des décisions intelligentes. Leur montrer par l'exemple qu'une relation saine avec l'argent est possible. Leur donner les outils que vous n'avez pas eus. C'est ainsi que vous brisez vraiment le cycle. Non pas juste pour vous, mais pour toutes les générations qui viennent après vous. Il est important de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Vous allez progresser, puis régresser. Vous allez avoir des périodes où vous gérez bien et des périodes où vous retombez dans vos vieux schémas. C'est normal. Le changement profond, celui qui touche aux croyances et aux comportements inconscients, prend des années. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'important est de ne jamais abandonner, de continuer à avancer, même lentement, même avec des détours. Vous devez aussi accepter que certaines personnes de votre entourage ne vont pas comprendre votre démarche. Elles vont peut-être vous critiquer, vous juger. Essayez de vous ramener à l'ancien vous, parce que votre changement les met face à leurs propres limites, à leurs propres peurs. Vous devez rester ferme, ne pas vous laisser influencer, continuer votre chemin, même si vous vous sentez seul parfois. Un autre aspect crucial est de célébrer vos victoires. Chaque petit progrès, chaque décision financière intelligente, chaque moment où vous résistez à un vieux schéma, c'est une victoire. Reconnaissez-la. Félicitez-vous, parce que ces petites victoires s'accumulent et finissent par créer une transformation profonde. Il faut aussi comprendre que vous n'êtes pas condamné par votre passé. Vous n'êtes pas prisonnier de votre héritage. Vous avez le pouvoir de choisir, de décider, de créer une nouvelle réalité. Ça ne sera pas facile. Ça demandera du courage, de la détermination, de la lucidité. Mais c'est possible. Des milliers de personnes avant vous ont brisé les chaînes de leur héritage familial. Vous pouvez le faire aussi. L'argent n'est pas juste une question de chiffres et de comptes bancaires. C'est une question de psychologie, d'histoire familiale, de croyances profondes. Tant que vous n'adressez pas ces dimensions invisibles, vous resterez coincé dans les mêmes patterns. Mais quand vous prenez conscience de cet héritage, quand vous décidez de le remettre en question, quand vous faites le travail difficile de vous reprogrammer, tout change. Pas du jour au lendemain, mais progressivement sûrement. La question n'est pas de savoir si vous avez hérité de croyances et de comportements financiers dysfonctionnels. La plupart d'entre nous en avons hérité. La vraie question est, qu'allez-vous faire avec cet héritage? Allez-vous le subir passivement, en le transmettant à votre tour à vos enfants? Ou allez-vous avoir le courage de le regarder en face, de le déconstruire, de créer quelque chose de nouveau? Votre relation à l'argent n'est pas un hasard. C'est le résultat de décennies, parfois de siècles, de transmission familiale.
Mais vous êtes le maillon qui peut choisir de briser cette chaîne. Vous êtes celui ou celle qui peut dire « ça s'arrête ici, je ne vais pas répéter les erreurs de mes parents, je vais créer un nouveau modèle, pour moi, pour mes enfants, pour les générations futures. C'est votre responsabilité, c'est votre pouvoir. Alors qu'allez-vous choisir ?